Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la résolution de l'exo 7 de la série des espaces vectoriels. Donc initialement, on vous donne un système d'équations linéaires homogènes de trois équations et quatre inconnues. Face à un système d'équations linéaires homogènes, on dispose de deux cas par rapport à l'ensemble des solutions. C'est-à-dire, c'est que notre système, soit il possède une solution unique qui est donnée, bien sûr, par la solution triviale. Et une solution triviale, c'est quoi? C'est que c'est une solution dans laquelle toutes les variables sont égales à 0. Et le deuxième cas, c'est quoi? C'est que notre système peut posséder une infinité de solutions. Maintenant, au niveau de notre système, on remarque que la troisième équation, c'est la somme des deux premières équations. Donc, 2 moins 1, c'est un 1. Moins 1 plus 3, ça va donner un 2. 1 moins 1, c'est 0. 1 plus 0, c'est un 1. 0 plus 0, c'est 0. Donc, quelque part, la troisième équation, c'est une équation qui est en plus dans le système. Donc, je peux l'éliminer dans mon système. Et ainsi, mon système initial sera équivalent à un système de deux équations avec 4 inconnus. Maintenant, pour la résolution, on peut passer par la méthode de Gauss. Donc, je vais extraire la matrice associée au système. Donc, c'est une matrice qui contient uniquement les coefficients des inconnus. Donc, 2 moins 1, c'est comme coefficient de la variable x. Après, là, j'aurai moins 1, 3. Là, j'aurai 1, moins 1. Là, j'aurai 1 et 0. Pour appliquer la méthode de Gauss au système homogène, c'est uniquement la matrice associée au système qu'on va échelonner, c'est-à-dire pas la peine de rajouter ici le vecteur B, parce que le vecteur B, c'est le vecteur nul, et comme ça, lorsqu'on va appliquer nos opérations élémentaires sur les lignes, le vecteur B sera toujours égal à 0, et ainsi, c'est inutile de le rajouter ici. Donc, cette matrice-là, je vais l'échelonner. Donc, je prends le 2 comme pivot, donc la première ligne, elle reste telle qu'elle est. Là, pour avoir un 0, je peux multiplier la deuxième ligne par 2 et comme ça j'aurai moins 2. Après, je vais faire la somme avec la première ligne et comme ça j'aurai un 0. Donc, voilà, un 0 ici. 6 moins 1, ça va donner un 5. Après, j'aurai moins 2 plus 1, c'est moins 1. Après, là, j'aurai un 1. Voilà, la matrice A, elle est échelonnée. Donc, quelque part, maintenant, j'écris mon système équivalent à partir de la matrice échelonnée. Donc, le système initial serait équivalent au système que je vais écrire à partir de la matrice A échelonnée. Donc, j'aurai ici 2x moins y plus z plus t qui est égal à 0. Maintenant, je rajoute le vecteur b. Et là, j'aurai 5y moins z plus t qui est égal à 0. Maintenant, dans le système équivalent, qu'est-ce que je fais? Je commence la résolution à partir de la dernière équation et je remonte. C'est ça le principe de la méthode de Gauss. Maintenant, au niveau de la dernière équation, on remarque que c'est une équation qui s'écrit en fonction de trois variables. Donc, quelque part, je dois écrire une variable en fonction des autres. Et puis, j'ai le choix. Pour simplifier mon choix, je vais écrire la variable z en fonction des autres variables. Donc, quelque part, c'est la variable z que je vais transposer ici. Donc, j'aurai z qui est égal à quoi? À 5y plus t. Donc, quelque part, j'ai fixé les variables y et t. Voilà, y et t appartiennent à A. Le fait que j'ai fixé des variables, la preuve, c'est que mon système admet une infinité de solutions. Maintenant, il me reste que de déterminer la variable x. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? La solution trouvée, je vais l'injecter au niveau de la première équation. Et comme ça, j'aurai le x. Donc, alors, à partir de la première équation, le x c'est quoi? Donc, je vais transposer ces variables-là à droite. Après, je vais diviser par le 2. Donc, c'est 1 demi y moins z moins t. Après, variable z, je vais la remplacer par ça, ici. Et je fais mon calcul. À la fin, je trouve que le x, c'est quoi? C'est tout simplement 2y moins t.
Voilà. Donc finalement, dans toute la résolution, y et t, c'était des variables qui ont été fixées. Maintenant, je peux écrire mon ensemble des solutions. Au niveau de l'exercice, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble f. Donc, le x, c'est quoi? C'est moins 2y moins t. Y, c'est une variable qui a été fixée, donc je vais mettre y. Z, c'est 5y plus t. Et puis t, c'est une variable qui a été fixée. Donc les variables qui sont fixées, c'est quoi? C'est y et t. Donc je vais mettre y et t appartenant à R. Voilà. Donc finalement, mon système d'équations linéaires homogènes possède une infinité de solutions. Maintenant, je passe à la deuxième question. On vous demande de vérifier que f est un sous-espace vectoriel de R4. Pour répondre à cette question, on peut procéder par plusieurs manières. C'est-à-dire, je peux utiliser les trois conditions qui caractérisent un sous-espace vectoriel. Sous-espace, c'est-à-dire la première condition, c'est que le sous-ensemble soit non vide, après stabilité par rapport à l'addition, stabilité par rapport au produit. Comme je peux passer par uniquement deux conditions, comme je peux utiliser une autre manière qui est quoi? C'est que tout simplement, si j'arrive à donner à f une famille génératrice, c'est que f serait quelque part un sous-espace vectoriel. Au niveau de cet exercice, il est préférable de passer par la notion de famille génératrice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au niveau de la troisième question, on vous demande de donner une base pour f. Et pour donner une base pour f, on aura besoin de la famille génératrice. Donc, on va vérifier que f est un SEV de R4 en passant par la famille génératrice. Donc ici, pour donner la famille génératrice de f, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, ce qu'on dispose ici, pour l'ensemble f, on va essayer de le décomposer. Donc, on remarque que dans l'ensemble des solutions, il y a deux variables qui ont été fixées. Donc, initialement, on va séparer les choses. D'un côté, donc, on va mettre les éléments de y. D'un autre côté, c'est les éléments de t. Donc, quand je décompose, alors, pour les éléments de y, donc j'aurai moins 2y, y, 5y, et là j'ai pas le IA, donc je vais mettre un 0. Ici, c'est les éléments de t, donc je vais mettre moins t, j'ai pas le t ici, donc là j'ai un t, et là j'ai un t. Voilà, quand je fais la somme, je trouve ça. Moins 2y, moins t, c'est ça. Y plus 0, c'est y, et ainsi de suite. Après, qu'est-ce que je fais? Là, je fais sortir le y. Donc, j'aurai moins 2, 1, 5, 0. Et là, la même chose, je fais sortir le t. Donc, il me reste moins 1, 0, 1, 1. Alors, cette écriture, elle est particulière. Elle est de la forme 1 réel fois un vecteur. Il ne faut pas oublier que je travaille dans R4. R4 était un espace vectoriel, donc un élément de R4, je peux l'appeler par vecteur. Donc, cette écriture, elle est de la forme 1 réel fois un vecteur plus 1 réel fois un vecteur. Donc, c'est une écriture qui est sous forme de combinaison linéaire. Donc, quelque part, chaque élément de f peut s'écrire sous forme de combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces deux vecteurs-là forment une famille génératrice pour f. Voilà. Donc, c'est les vecteurs moins 2, 1, 5, 0, et moins 1, 0, 1, 1. Donc, j'ai donné une famille génératrice pour f. Donc, chaque élément de f peut s'obtenir par combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là. Pour s'assurer que j'ai pas fait des erreurs au niveau de mon calcul, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que les vecteurs qui forment une famille génératrice pour un SEV, donc quelque part, c'est des vecteurs qui appartiennent à l'espace vectoriel. Donc, ces deux-là, c'est des vecteurs qui appartiennent à f. Donc, quelque part, l'ensemble f, il est caractérisé par l'ensemble des solutions de mon système homogène. Donc, les deux vecteurs que j'ai trouvés, c'est des vecteurs qui vont vérifier ou bien c'est des vecteurs qui vérifient les équations du système en même temps. Donc, quand je remplace ce vecteur ici, c'est un vecteur qui vérifie toutes les équations du système en même temps. Alors, même chose pour le deuxième, ce qui garantit que j'ai pas fait des erreurs au niveau de mon calcul. Ces deux vecteurs-là, je peux les désigner, celui-là, je peux le désigner par V1, le deuxième par V2.
Maintenant, je passe à la troisième question. Donc, c'est bon, quelque part ici, j'ai conclu que F était un SEV de R4. OK. Troisième question, on vous demande de donner une base pour F et sa dimension. La définition d'une base, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un ensemble de vecteurs qui vérifie deux conditions. Famille génératrice et puis famille libre. Donc, pour F, j'ai déjà une famille génératrice. Maintenant, il me reste de voir, est-ce que la famille que j'ai ici, c'est une famille qui est libre? Donc, quand vous avez deux vecteurs, pour voir si les deux vecteurs forment une famille libre, tout simplement, on va essayer de voir est-ce que les deux vecteurs sont proportionnels. Notre terme, deux vecteurs sont proportionnels quand est-ce que si l'un peut s'écrire en fonction de l'autre. N'est-ce pas? Donc, bien sûr, cette écriture, elle sera bien sûr sous forme de combinaison linéaire. Donc, si on remarque ici que j'ai ici moins 2, là j'ai moins 1. Si réellement ce vecteur-là s'écrit en fonction de celui-là, c'est que je dois multiplier celui-là par le 2. Et comme ça, j'aurai 2 fois moins, ça va donner moins 2 qui est dans celui-là. Maintenant, ça va marcher pour la première composante, mais pour la deuxième composante, j'aurai 2 fois 0, ça va donner un 0, et là j'ai un 1. Donc finalement, le scalaire que je dois multiplier par V2 pour avoir le V1 n'existe pas. Ce qui fait que je ne peux jamais écrire le V1 en fonction de V2, ce qui fait que V1 et V2 ne sont pas proportionnels. Donc pour dire que V1 et V2 ne sont pas proportionnels mathématiquement, je vais écrire qu'il n'existe pas lambda appartenant à R, tel que V1 est égal lambda fois V2. Et comme ça, les deux vecteurs, V1 et V2, forment une famille qui est libre. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai établi? J'ai établi que le sous-espace vectoriel F est engendré par V1 et V2. Et j'ai établi aussi que V1 et V2 est une famille qui est libre. Quelque part, c'est les deux conditions qui caractérisent la définition d'une base. Donc finalement, je peux dire que V1 et V2 forment une base pour F. Voilà. V1 et V2 est une base pour le sous-espace vectoriel F. Maintenant, la dimension d'un sous-espace vectoriel, bien d'un espace vectoriel, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de vecteurs dans la base. Donc comme ça, je peux dire que la dimension de F, elle est égale à 2 parce que j'ai ici 2 vecteurs. Maintenant, je passe à la quatrième question. Donc, au niveau de la quatrième question, on vous demande de déterminer un supplémentaire de F dans l'espace vectoriel R4, bien sûr. Alors, donc en d'autres termes, on vous demande de déterminer un autre sous-espace vectoriel G, par exemple, et que G soit supplémentaire à F dans R4. Donc G supplémentaire à F dans R4, ça voulait dire que la somme de G, somme directe de G et F, ça va donner l'espace vectoriel de R4. Ça c'est quoi? C'est tout simplement l'écriture mathématique du supplémentaire. Donc G est un supplémentaire à F dans R4. Donc quelque part, on vous demande de déterminer le G. Maintenant, pour déterminer le supplémentaire, la première des choses à faire, on commence par déterminer la dimension du supplémentaire. OK? Donc, la dimension de G, donc ça c'est une question que j'ai pas encore résolue. Donc, la dimension de G, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la dimension de R4 moins la dimension de F. R4 est un espace qui est connu, sa dimension c'est 4, n'est-ce pas? Moi, la dimension de F, j'ai établi que la dimension de F, c'est 2. Donc, la dimension de G, elle est égale à 2. Donc, on vous demande de déterminer le sous-espace vectoriel G qui est supplémentaire à F dans R4. Un sous-espace vectoriel, il est déterminé quand est-ce? Lorsque je connais, par exemple, une famille génératrice pour le sous-espace vectoriel, ou bien je connais une base. Donc, mon but maintenant, c'est quoi? C'est juste tout simplement, c'est donner une base, une famille génératrice pour le sous-espace vectoriel G. Donc maintenant, j'ai commencé par donner la dimension du supplémentaire. Maintenant, pour donner une famille génératrice de G, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je vais essayer de construire une base pour l'espace vectoriel R4 à partir de la base, à partir des vecteurs qui forment une base pour F.
Donc, une base pour f, j'ai deux vecteurs, V1 et V2. Mon but, c'est de construire une base pour R4, pour l'espace vectoriel de R4, qui contient les vecteurs V1 et V2. Bien sûr, une base pour R4 contient bien sûr 4 vecteurs. Et là, j'ai ici 2 vecteurs. Donc, je dois rajouter 2 vecteurs à ces deux-là. Et comme ça, j'aurai 4 vecteurs qui vont peut-être former une base pour R4, parce que les vecteurs que j'ai dit peut-être, parce que les vecteurs que je vais rajouter, ils doivent vérifier une certaine condition. Donc, je répète, c'est que maintenant, mon but, c'est de construire une base pour l'espace vectoriel R4 qui contient les vecteurs qui forment une base pour F. Donc, je rajoute 2 vecteurs, certainement. Bien sûr, les vecteurs que je vais rajouter, la condition qui doit vérifier, c'est quoi? C'est que les 2 vecteurs que je vais rajouter, avec les 2 que j'ai ici, soit des vecteurs qui sont LI, et comme ça, je peux dire que les 4 vecteurs que j'ai, c'est des vecteurs qui forment une base pour l'espace R4. Parce que tout simplement, là, j'utilise un certain résultat qui dit que quand je travaille dans un espace vectoriel et que je connais sa dimension, par exemple, c'est 4. Et quand j'aurai 4 vecteurs, ces 4 vecteurs vont former une base pour l'espace. Quand est-ce? Si et seulement si les 4 vecteurs forment une famille libre. Donc, quelque part, c'est ça que je vais utiliser pour ma résolution. Maintenant, pour le choix des vecteurs que je vais rajouter, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Pour V1 et V2, je peux former une matrice et je vais échelonner. Bon, certainement, le rang sera égal à 2, parce que la dimension de F, c'est 2, et là, j'ai 2 vecteurs. Donc, alors, quand j'échelonne, donc, première ligne, elle reste telle qu'elle est. Là, je vais multiplier par moins 2. Donc, comme ça, j'aurai, donc c'est ça mon pivot. Donc, j'aurai 2 moins 2. Donc, j'aurai un 0 ici. Donc, là, j'aurai un 1. Donc, là, j'aurai un 3. Et là, j'aurai moins 2. OK, voilà. Maintenant, pour les vecteurs que je vais rajouter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir des vecteurs de la base canonique de R4. La base canonique de R4, elle contient des vecteurs qui contiennent beaucoup de zéros. N'est-ce pas? Donc, quelque part, c'est des vecteurs qui vont simplifier mon choix. Donc, les vecteurs que je vais rajouter, j'avais dit que les vecteurs que je rajoute, avec les 2 que j'avais ici, doivent former une famille libre. Donc, quelque part, le rang, il faut qu'il soit égal à 4. Donc, pour simplifier mon choix, je vais prendre les 2 derniers vecteurs de la base canonique de R4. C'est-à-dire, je vais prendre 0, 0, 1, 0. Et là, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Que quand j'ai pris ces deux-là, avec ce que j'avais ici, donc ça m'a donné une matrice qui est déjà échelonnée. Voilà, le rang est égal à 4. Donc, j'ai simplifié mon choix. Donc, les 2 vecteurs que je vais rajouter, c'est V3 et V4. Et c'est ces deux-là. Donc, je vais dire que G est engendré par les vecteurs. Et comme ça, le G serait un supplémentaire pour F dans l'espace vectoriel de R4.